Bon, je vous propose qu'on commence. Ceux qui avaient prévu de venir et qui sont pas encore là arriveront peut-être, ça les fera peut-être arriver. Et puis pour ceux qui sont à l'heure, on va commencer à l'heure. Donc écoutez, merci à tous de rejoindre ce club recherche de la Société d'histoire des Français de Chine. Je fais une intro assez rapide, juste pour vous introduire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Donc moi, je suis David Morisot, président de la Société d'histoire des Français de Chine, qui est en fait un groupe de bénévoles et passionnés qui cherchent à faire connaître l'histoire entre la France et la Chine. C'est aussi simple que ça. On organise donc des conférences, des podcasts, des articles, et puis ces clubs recherche de façon régulière, on va dire à peu près une fois par trimestre, un petit peu moins, 3-4 sessions dans l'année où on partage entre nous des sujets de recherche et des questions à creuser. Donc les formats sont divers et variés. Et ce soir, on a le plaisir donc d'accueillir Bathilde, qui représente l'association des Amis de Chanteloup, qui va nous parler de la pagode de Chanteloup, qui est un sujet fascinant, 18e siècle, comment on voyait au 18e siècle la Chine. C'est ce sujet-là des chinoiseries, on va dire. Et c'est un très bel exemple, un très beau monument qui existe encore et qui a besoin de visibilité parce qu'il a besoin de restauration. Donc voilà, bienvenue à tous, à vous qui nous rejoignez en ligne et puis à ceux qui vont nous regarder ensuite par enregistrement parce que tout ce qu'on fait est aussi enregistré et puis diffusé sur notre chaîne YouTube ou sur d'autres réseaux. Et donc, pour retrouver tout ça, je finis ma page de publicité, c'est histoire-chine.fr. Donc voilà pour ma rapide introduction. Je passe la main à Christophe, qui est notre coordinateur responsable du club recherche. Merci David. Merci pour ton introduction. Donc là, je vais poser une petite définition rapide du club recherche pour rappeler ce que c'est et puis peut-être aussi pour les nouveaux. Donc le club recherche, le principe c'est un lieu en fait pour les amateurs d'histoire qui font leurs propres recherches. En fait, c'est parti d'un questionnement qu'on avait avec David, avec quelques autres amis quand on a monté la société, de pouvoir en fait faire nos propres recherches et de miser sur l'intelligence collective pour y arriver, sachant qu'on connaissait tous des petites choses à droite à gauche, mais on n'avait pas un savoir universitaire sur les questions chinoises qui sont en plus hyper vastes selon les époques. Et là, ce soir, par exemple, on aborde le 18e siècle qu'on connaît pas forcément très très bien en Chine, mais non plus en France. Donc c'est encore on va dire, une nouvelle ouverture pour le club recherche. D'habitude, on est plus sur des sujets histoire contemporaine, le Shanghai des concessions, ce genre de choses, parce que c'est lié à notre géographie aussi. Et donc voilà, donc ce soir, on est très content d'accueillir Bati, qui a déjà un très beau sujet de recherche qu'elle a commencé à creuser. Vous allez, bon, voilà, je ne spoile pas, comme on dit aujourd'hui, ce qu'elle va dire, mais voilà, on va retrouver des questionnements qu'on a tous eus, en tout cas pour ceux d'entre nous qui menons nos propres recherches sur des sujets chinois comme Yvon qui est avec nous ce soir, par exemple, qui est un habitué. Et voilà. Donc c'est un grand plaisir. On va découvrir des questions très intéressantes. On espère avoir quelques réponses aussi, peut-être qu'on pourra apporter de l'aide à bâtir en direct ou même peut-être plus tard, en fait, si d'autres personnes regardent le replay. Voilà, je vais pas en dire plus. Juste pour rappeler sur le format, voilà, c'est une présentation entre une petite trentaine de minutes peut-être. Et après, il y aura un temps d'échange avec les participants. Donc, n'hésitez pas à préparer des questions et à les poser, voilà, quand Bati termine. Et voilà. Et je m'arrête de parler et je te laisse la place, Bati. Juste pour confirmer le format, donc on est en ligne, on n'est pas forcément beaucoup, donc il faut le voir comme un format table ronde virtuel. Donc n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de la présentation en fait, mais tout ça dans un ordre respectueux, on va dire. Donc vous savez, sur Teams, on peut lever la main ou sinon faites un petit message, etc. Mais vous y mettez pas tous en même temps. C'est ça que je veux dire. Mais l'idée, c'est que ça soit un petit peu interactif ce soir et pas forcément une présentation et puis on écoute sagement. Donc voilà, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Donc voilà. À toi, Bathilde. Tu as la main. Bah, déjà, merci pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir parler de la pagode et de pouvoir
réfléchir ensemble justement à cette problématique et à cette question que je me suis posée, notamment en arrivant en Chine. Juste un petit mot sur justement ma présence ici. Il se trouve que je suis arrivée il y a 1 an et demi pour suivre mon mari pour son travail et je suis maintenant moi aussi, j'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler depuis mars dernier. Et il se trouve qu'on a un lieu qui appartient à ma famille depuis le début du XXe siècle, qui s'appelle la Pagode de Chanteloup, donc c'est en Touraine. C'est un monument historique et français. Et en arrivant en Chine, il se trouve que j'étais dans l'association des Amis de Chanteloup pour faire rayonner la pagode. Et l'année dernière, en septembre, on avait fait faire un diagnostic justement sur l'état de la pagode. On a eu le résultat qui nous a finalement poussé à travailler sur un projet de mécénat, puisqu'on doit aller chercher un certain montant, à peu près 7 millions d'euros pour restaurer la pagode. Et en étant en Chine et en travaillant sur ce dossier de mécénat, je me suis dit, mais c'est finalement assez surprenant, parce qu'on connaît assez peu de choses sur... on connaît beaucoup de choses sur pourquoi le duc de Choiseul a créé cette pagode, et je vais y revenir. Mais finalement, on connaît assez peu de choses sur comment est-ce possible d'avoir pu faire cette pagode avec autant de symboles de la cosmologie chinoise et autres à cette époque-là, avec le peu de connaissances qu'il y avait. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité explorer ce sujet. Et c'est les pistes qu'on va explorer ensemble ce soir. Donc, je ne suis pas du tout, je ne suis pas historienne, ni prof d'histoire. Je me passionne juste pour ce lieu qui est très cher, mais très cher. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à intervenir, en effet, et pour qu'on puisse creuser et trouver un chemin pour en savoir plus sur cette pagode. Donc pourquoi cet atelier? Je vous l'ai un peu dit. Déjà sur la pagode, c'est Choiseul qui avait commandé cette pagode à Le Camus comme un monument dédié à l'amitié. Il se trouve que le duc de Choiseul avait été disgracié de la cour du roi, et il était gouverneur de Touraine, et donc il est revenu en Touraine. Les personnes de la cour ont continué à venir le voir malgré tout et à lui témoigner de leur amitié. Et donc, pour les en remercier, il a fait construire ce monument, donc la pagode de Chanteloup, qui s'élève donc en lisière de la forêt d'Amboise à la fin du XVIIIe. Et il porte des sinogrammes gravés, mais j'y reviendrai après, je vous montrerai quelques photos, et les trigrammes du Beijing. À notre connaissance, l'architecte Le Camus n'est jamais allé en Chine. Et donc, ce que nous cherchons à comprendre, c'est quels canaux d'information existaient entre la Chine et la France au XVIIIe, quelles sources iconographiques étaient disponibles à Paris, qui a fourni les sinogrammes et la connaissance du Beijing, et est-ce que le chantier a bénéficié d'un consultant lettré. Donc voilà, donc, vos hypothèses, vos pistes et vos contacts d'archives sont les bienvenus. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, en quelques mots, donc sur la pagode, c'est un endroit qui est très insolite. On dit souvent qu'il est unique. En effet, il n'y a pas énormément de pagodes du XVIIIe en France. C'est le dernier témoin du domaine de Chanteloup. Il se trouve que donc c'était le duc de Choiseul avait donc le domaine de Chanteloup avec un château, et il avait fait construire la pagode dans le prolongement de ce château. Au début du 19e, le château a été détruit par les bombes noires, et plusieurs, d'ailleurs, beaucoup des pierres du château se retrouvent dans différents châteaux de la Loire, mais la pagode, elle, a subsisté. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une folie qui a été construite comme une ode à l'amitié. Et donc, d'ailleurs, les inscriptions en attestent. Elle s'élève à 44 mètres de hauteur, et elle surplombe la vallée de la Loire. Il y a une magnifique vue sur la Loire et sur Amboise. Il y a 7 niveaux qui la composent, un péristyle avec 16 colonnes et 16 piliers, et elle se trouve à la convergence de 7 allées dans la forêt d'Amboise. Et bien sûr, on y accède par cette marche. La cosmologie chinoise, donc cercle et octogone, 8 trigrammes du Yi Jing, les 8 vents, les 4 vents principaux, les 4 vents secondaires.
et un sommet qui est surmonté d'une sphère dorée, qui est un symbole de l'harmonie universelle. Donc là, on voit une photo de 1909, quand il y avait des travaux qui avaient été commencés par René-Édouard André, qui est mon aïeul, et qui s'est occupé de la pagode. Donc le monument dédié à l'amitié, donc là, ça a juste un petit point justement sur le duc de Choiseul, qui était gouverneur de Touraine, qui a acquis le domaine de Champclou et qui l'a agrandi. Il a été disgracié et donc il s'est retiré à Champclou, où il a continué à avoir ses anciens amis de la cour de Versailles. Il a demandé donc à Le Camus de construire cette pagode. Voilà, la pagode passe à Louis-Philippe d'Orléans. Il y a eu quand même toute une série de successions. Le château est démoli en 8 semaines, tout à l'heure, ce que je vous disais, par la bande noire, et la reprise par René-Édouard André, donc en 1909, qui sauve le monument et restaure ses fondations. C'est vraiment devenu une passion dans notre famille, qui s'est transmise de René-Édouard André après à mon grand-père Georges André, et ensuite à mon oncle Thierry André. Et là, c'est maintenant un de mes cousins qui s'occupe de la gestion du site. Et on est l'association des Amis de Champclou, qui est composée des différentes branches de la famille André. On est tous représentés et on prend vraiment beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet. Donc voilà, le fait que ce bâtiment a été classé au monument historique. Et le bassin, donc le miroir d'eau dans lequel se reflète la pagode, a été classé en 1996. Donc, un monument cosmologique, c'est une photo prise d'en haut de la pagode. On voit bien justement la boule de la sphère dorée. Donc, au sommet, une sphère dorée, symbole taoïste de l'harmonie universelle et du ciel. Au 6e niveau, les 8 trigrammes du I Ching, ciel, terre, vent, tonnerre, feu, eau, montagne et lac. Au 3e niveau, des plaques de marbre noir indiquant les 8 vents, principaux et secondaires. Et les 7 niveaux mêlent le cercle et l'octogone, reliant ciel, terre et force naturelle. Et on a vraiment ce miroir d'eau finalement qui a été créé au pied de la pagode, hein, qui permet vraiment de faire le lien entre le ciel, l'eau et la terre. Donc les sinogrammes, il y a 16 plaques de marbre qui entourent le péristyle de la pagode, avec les sinogrammes mu, on dit exactement, qui veut dire entente amicale, concorde. Donc ça, c'est vraiment l'amitié, voilà. Et je aime reconnaître un bienfait et la gratitude. Donc c'est vraiment un symbole d'amitié, de reconnaissance de l'amitié. C'est assez beau. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on a eu. On a été assez fiers de mettre à l'honneur dans notre dossier de mécénat, puisque l'amitié, la paix, finalement, voilà, le fait de montrer ce lien entre la France et la Chine, on trouve ça assez beau, surtout dans ces périodes un peu troublées qu'on vit actuellement. Là, il y avait une question qui m'avait posée justement, enfin, sur laquelle on s'était questionné avec David et Christophe. C'était le fait que les sinogrammes avaient l'air d'être gravés, peut-être pas par des Chinois, ça avait l'air d'être assez naïf. David, sur ce sujet-là, je me souviens qu'on avait eu une discussion justement parce qu'on se disait, au départ, ma question c'était est-ce que ces sinogrammes ont été gravés par un lettré chinois qui éventuellement était sur place ou un artisan chinois, et on a eu une discussion sur le fait que les sinogrammes ne paraissaient pas peut-être fait par des Chinois, enfin voilà. C'était ça en effet. Donc on a quelques Chinois autour de la table ce soir qui peuvent intervenir pour le confirmer. Hein, n'hésitez pas. Voilà, la question de Bathilde, c'était de se dire est-ce que potentiellement c'est un Chinois qui est venu graver ces caractères-là. Voilà, de notre connaissance de la langue et en particulier de l'écriture chinoise, ça n'a pas trop l'air d'être le cas vu en fait l'approximation de la calligraphie, on va dire. Vous confirmez? Point d'interrogation. Le Timothy demande est-ce que les caractères sont corrects? Donc là on a Joé, on a Digné qui sont chinois, ou chinois, je ne sais pas.
Voilà. Est-ce que les caractères que vous voyez, enfin, question numéro 1, qu'est-ce que vous pensez de la calligraphie des caractères? Est-ce que ça semble être gravé par des Chinois? Et numéro 2, est-ce que ce sont les bons caractères? Ou peut-être Yvon, Eh ben, qui est quasiment je chinois, pense que Yvon. déjà, comme c'est pas écrit de droite à gauche, Hmm. c'est une preuve que c'est pas des Chinois qui ont écrit. Parce qu'en fait, à l'époque, les textes étaient plutôt écrits, c'était considéré en écriture verticale, en fait, et on lisait de droite à gauche. C'est vrai. Oui. Il y a ça aussi, on va Donc, dire. Ouais. voilà. Oui, C'est, c'est étonnant. il y a ça aussi. Timothy demande si c'est lisible par des Chinois. À ma connaissance, oui, c'est lisible, hein, mais c'est écrit de manière assez approximative, assez enfantine, hein. Pour moi, Les c'est comme ça. proportions n'ont pas l'air trop respectées. Je pense que si j'écris comme ça en cours de chinois, je vais me faire gronder. Oui, mais en tant qu'étranger, tu as le droit d'écrire comme ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'histoire. Donc voilà, oui, non, c'est la remarque de droite à gauche est une bonne remarque aussi. Ok, continuons. Donc la pagode aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a eu ce diagnostic fait par Covalence en septembre dernier, en octobre dernier même, qui montrait que l'état général était assez mauvais. 30% des pierres de tuffeau ne sont pas remplacées, le bassin et les perrets se sont effondrés par endroits et les fondations en bois sont menacées par la baisse du niveau d'eau. Normalement, justement, les fondations, les pilotis qui sont en dessous de la pagode doivent toujours être dans l'eau pour justement assurer la bonne tenue de la pagode. Donc la réponse, c'est un programme de restauration qui a été chiffré à 6,6 millions d'euros avec, sur 3 ans, avec une tranche 1 sur le bassin, justement pour vraiment garder bien en eau les pilotis, et la tranche 2 sur la pagode avec le soutien de la région, le soutien de la région et de la DRAC, Centre-Val de Loire. Et on porte ce projet avec l'association des Amis de Chanteloup et aux côtés de la SCPC, donc, qui est la société civile de la pagode de Chanteloup, donc, propriétaire, donc, ça appartient à la famille André, et Ombre Chinoise, qui est la société qui gère la partie touristique. Et donc, pourquoi cette recherche? C'est ce que je vous expliquais. Je veux vraiment profiter d'être ici pour justement comprendre ce lien avec la Chine et tout ce qui a pu inspirer la construction de la pagode. Donc la problématique de recherche, comment des symboles aussi précis du taoïsme et de la Chine impériale ont-ils pu être incorporés dans un monument construit en Touraine par un architecte qui n'avait jamais quitté la France? Donc que savait-on de la Chine en France en 1775? Donc, dans les recherches que j'ai pu faire et essayer de rassembler, j'ai noté le fait qu'avant 1685, il y avait Matteo Ricci, qui était jésuite en Chine dès la fin du XVIe siècle, et les marchands portugais puis néerlandais qui faisaient des objets et des porcelaines en Europe. Ensuite, fin XVIIe, début XVIIIe, l'ouverture française avec Louis XIV qui avait envoyé des jésuites en Chine auprès de l'empereur Kangxi, et avec des travaux scientifiques et cartographiques qui avaient été faits notamment à la cour impériale. Voilà. Et ensuite, un peu plus tard, juste avant la construction de la pagode, des lettres édifiantes et curieuses, donc 26 recueils des jésuites, et du Halde, description de la Chine, en 4 volumes, et la vogue des chinoiseries, mémoire concernant les Chinois. Donc la dernière fois, on en avait discuté avec David, il aussi a noté Arcade Huang, qui était un lettré chinois converti, qui a vécu à Paris et qui fut reçu à la cour de Louis XIV. Preuve qu'un savoir chinois direct circulait déjà en France au début du siècle. Donc, je ne sais pas si j'ai peut-être oublié certaines choses ou si vous aviez des choses à rajouter sur ces références. Si vous pensez que justement ces références peuvent peut-être expliquer une partie du comment et du comment on avait à cette époque-là autant d'informations sur la cosmologie chinoise, sur le taoïsme. Et
Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Alors, il y avait en effet tout ce que racontaient les jésuites qui ont été amenés à la cour de Pékin, mais pas que. Et puis aussi, il y avait un certain nombre de Chinois qui souvent étaient catholiques, qui sont venus jusqu'en Europe et en France en particulier. Et donc, une circulation des savoirs non négligeable, enfin plus fournie que ce qu'on imagine en réalité. Au niveau des personnages chinois, on n'avait pas évoqué à certains, enfin, Ko et Yang, deux personnages qui étaient venus à peu près à la même époque. J'ai ça dans mes notes. Ah oui, j'en parle après. Attends, T'en parles après, ok. Pardon. Il me semble que j'en parle après. Sinon, ok. Bon, je continue. Continuons. Donc voilà, donc hypothèse que je formule. Donc, j'ai formulé 3 hypothèses, hein. Il y avait donc bien sûr le canal jésuite avec Duhalde, qui sont donc 4 volumes compilés à Paris à partir des mémoires de 27 jésuites. Duhalde n'est jamais allé en Chine. C'est la grande référence européenne sur la Chine en 1775. Il y avait les lettres édifiantes et curieuses, 26 recueils des jésuites sur la cour impériale, les rites, l'astronomie, les philosophies. Qui, de ce que j'ai pu lire, étaient présents dans les bibliothèques aristocratiques françaises, donc peut-être à Champy. Et les mémoires concernant les Chinois à partir de 776, dirigés par le ministre Bertin pendant la construction de la pagode. Et les jésuites de Pékin, Amiot, Cibot et Bourgeois, qui envoient à Paris des traductions, des descriptions et des planches. Voilà, les sources précises sur le Beijing restent à confirmer. Donc, question pour la salle. Est-ce que vous pensez que Choiseul ou Le Camus auraient pu posséder un Duhalde? Est-ce qu'on ne rend pas compte à cette époque-là, finalement, de la curiosité que ça pouvait représenter, et aussi est-ce que beaucoup de personnes pouvaient avoir ce type de recueil? A-t-elle été inventoriée? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que voilà, quelles sont les pistes qu'on pourrait finalement explorer, que je pourrais explorer pour... Ok, moi de mon côté, depuis la dernière fois, j'ai creusé un petit peu le sujet et sans aucun doute, c'est des ouvrages qui circulaient énormément, y compris tout ce qui était iconographique en réalité. Et il y avait une pagode en particulier qui circulait énormément, et c'est celle qui a inspiré celle qui est au Royaume-Uni, qui est la pagode comment on appelle ça, la pagode de porcelaine de Nankin. De Nankin, oui. Exactement, qui a fait l'objet de reproductions et qui a été énormément diffusée de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu. Voilà pour ce que j'ai creusé un petit peu de mon côté. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou pas? Il y a mon chat qui veut dire quelque chose. Après, personnellement, justement sur le design des caractères, ça fait penser à quelque chose d'un peu maladroit dans le sens où on peut imaginer que ça apparaissait sur des planches en fait de livres de l'époque qui étaient déjà des copies, plus ou moins à droite, et du coup ça aurait été recopié tel quel, pensant que c'était la graphie exacte, voilà, des caractères chinois. Moi, ça m'apparaît comme ça. Après, voilà, c'est une sensation et c'est pas une preuve. Ah, mais c'est exactement ça. Dans les dessins de l'époque, c'est cette graphie chinoise un peu enfantine, etc. C'est ce qu'on retrouve, hein. Donc ça vient de ces planches-là, etc. Ça fait aucun doute, hein. Est-ce que Et la question peut-être de oui. l'influence anglaise, parce que enfin, Mm. je viens en observatrice vraiment très extérieure, hein, sur le sujet, mais il y a quand même une anglomania particulière en France, particulièrement à la cour et dans les milieux d'élite. Et est-ce que ça serait pas aussi l'Angleterre qui serait un espèce de vecteur intermédiaire dans cette influence? Peut-être qu'on peut émettre voilà, ajouter cette étape à la circulation de l'idée ou de l'inspiration. Tout à fait, ouais. Cette influence anglaise, grosso modo, hein, c'est quelle période?
C'est complètement les années, le milieu du XVIIIe siècle. D'accord. On s'inspire énormément, même, j'allais dire, de choses très futiles d'usage, même entre dames, notamment dans les usages plus féminins. Ça, j'ai quelques restes de lecture de publications à ce sujet, mais il y a longtemps. Et en fait, on copie de manière un petit peu systématique les usages anglais. Et on commence à un peu copier l'architecture et même on commence à copier les jardins, qui seront beaucoup plus une inspiration au 19e siècle, mais ça commence dans la deuxième moitié du 18e siècle, il me semble. Oui, oui, sans aucun doute, hein. Oui, oui. Ok. Et souvent, quand on fait des recherches sur cette pagode de Chanteloup, très souvent, après, c'est pas prouvé, et donc c'est la question à creuser, mais très très souvent, on fait référence à la fameuse pagode qui a été construite en Angleterre. Donc, en effet, il y a aussi ce vecteur-là, en effet, ouais. C'est la période de rayonnement de la Compagnie des Indes orientales anglaise, hein. Oui. Alors après, il y a aussi donc la question des relations entre Choiseul et Bertin, mais ça, j'imagine que tu vas en parler après, Baptiste. Oui. Ok. Intéressant. Ok, donc ça c'était pour la première hypothèse formulée, canal jésuite. C'est vrai que ça peut être intéressant de se mettre aussi le canal justement de l'influence anglaise. Il y avait aussi le canal Bertin. Alors même si Bertin et Choiseul n'étaient pas les meilleurs amis du monde, de ce que j'ai compris, il a été apparemment un grand correspondant de la Chine avec justement ses correspondances avec les jésuites qui étaient à Pékin, Amiot, Sibo, Panzi. C'est là où justement on parlait de Koei-Yang, parce qu'il y a Bertin qui reçoit justement en 1764 Koei-Yang, des jeunes Chinois. Après, ils partent à Pékin. Phrase de Choiseul, Bertin reste en poste. Et juste après, il y a le début du chantier de la pagode. Et juste après, il y a le premier tome des mémoires concernant les Chinois. Donc, bon, est-ce qu'il y a eu justement des. Est-ce que c'est via ce canal qu'il y a une peut-être meilleure connaissance ou voilà de la Chine parce que là, ouais, il y a un autre point que j'avais trouvé, c'était le fait que Bertin recevait à Paris des objets, des gravures, des peintures, des traductions de textes chinois. Donc c'est possible que ce soit en effet cette matière qui avait été reçue qui a inspiré Choiseul, sans grande conviction, mais une possibilité. Je ne sais pas si vous avez. Vas-y, Christophe. Pardon, ouais, désolé. Tu dis que du coup, tu as découvert qu'ils étaient rivaux et non amis, Bertin et Choiseul, c'est ça, hein? Exactement. Mais en même temps, comme ils étaient ensemble quand même à Paris, à la cour, est-ce que tout de même, ça a été justement, il y a eu du partage, il y a eu un partage d'informations, ou par ce qu'avait le fait que Bertin recevait justement toute cette matière et ces personnes qui venaient le voir, est-ce que c'était des choses qui étaient communiquées, qui étaient partagées? Je ne me rends pas compte à l'époque de comment ça pouvait se passer. Voilà. Après, les hypothèses ne s'excluent pas les unes des autres. En réalité, c'est, à ma connaissance, le siècle, il est marqué par une passion, dans tous les sens du terme, de la Chine. Donc ça vient il y a une sorte, et en particulier dans ce milieu-là, en fait, dans le milieu noble qui est un peu connecté à ces sujets, que ce soit en termes esthétiques, en termes de pensée, etc. Donc ça foisonne un peu dans tous les sens, que ce soit les jésuites, que ce soit via la mode anglaise, que ce soit par des relations personnelles comme celle-là, par exemple. Je pense que c'est plus une ambiance générale.
qui fait que, voilà, c'est hypothèse A plus B plus C, en fait. Oui, Ça doit être quelque chose comme ça. Oui, et puis aussi le fait, alors je sais pas à quel point ils étaient rivaux. Alors ils étaient vraiment très rivaux, ça pouvait être aussi une compétition. Et après, j'ai l'impression que Bertin était vraiment une cheville ouvrière des relations franco-chinoises, enfin, entre guillemets, en tout cas de l'import de connaissances sur la Chine. Et Choiseul, il était peut-être plus il appréciait en fait, voilà, il était curieux et il avait des moyens de faire les choses en grand. Alors Bertin, je ne sais pas, mais il avait l'air d'être plus branché sur un plan intellectuel en fait. Donc ça serait à creuser en fait de trouver un peu des éléments biographiques vraiment sur ces deux personnages. Mm. Et après peut-être, alors Bertin, j'ai l'impression qu'il aurait pu avoir un sorte de cercle autour de lui de gens qui s'intéressaient à la Chine et qui ramenaient des infos directement de Chine. Et peut-être aussi après que Choiseul, j'imagine qu'il y avait des formes de salons à l'époque. Enfin, je connais pas si bien la période que ça, quoi. Et du coup aussi, il avait de l'argent pour financer, enfin, une sorte de mécénat de gens qui, voilà, devaient s'intéresser à la chose, pardon. OK. Ah, on a perdu Ah bah voilà, Baptiste. ouais. Petit focus sur Bertin. Ah, Vas-y. est-ce que je peux creuser un peu. Donc là, c'était un petit point sur ce que j'avais réussi à trouver sur Bertin. Donc voilà, donc il avait été ministre d'État, secrétaire d'État, voilà, il a démissionné en 1780, mais garde jusqu'au bout la correspondance avec la Chine. C'est intéressant. Sa passion pour la Chine est à Lyon, au contact du voyageur Pierre Poivre. À partir de 1764, il organise un échange continu avec la mission française de Pékin. Mhm. Il fait publier les mémoires concernant les Chinois, vaste encyclopédie de la Chine, lue par les jésuites. Il cherche à faire bénéficier la France des techniques chinoises, porcelaine, kaolin, agriculture, tissage. Ses archives, Institut de France, fonds Bréquigny de la BNF, sont une mine encore peu exploitée. Mais c'est vrai que ça viendrait justement soutenir ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, justement sur le fait qu'il avait vraiment cet intérêt sincère pour la Chine. Que Choiseul avait peut-être plus de moyens ou envie d'en faire quelque chose, mais en tout cas, ça vient quand même dans ce sens-là. Sur le fait que ces archives personnelles sont peu exploitées, t'as trouvé ça où en fait? C'est intéressant. Sur Internet. Enfin, je ne sais plus, là, j'avais mis, j'ai trouvé plusieurs choses. J'ai trouvé des choses sur BNF Patrimoine Partagé, Société des Amis du Musée de Cernocchi. J'ai trouvé vraiment. Ok. Alors ouais, ça peut être intéressant aussi les musées. Le musée Tchernouski, ils ont une bibliothèque, je pense qui attire pas mal les chercheurs. Ça peut valoir le coup d'écrire à la bibliothécaire peut-être. Ah oui. Ouais, et Souvent, puis ils sont- essayer d'identifier les personnes, les étudiants qui ont écrit des thèses sur Bertin et la Chine, par exemple. J'imagine que ça doit exister. Et surtout si ces archives sont encore peu exploitées, j'allais dire c'est une bonne ressource même de recherche pour des jeunes. Dans tous Et au les cas, contraire, oui. on en cherche. Hum, C'est des fonds inexploités sur le XVIIIe siècle, ça devient rare. hum. Donc il y a dû avoir quelques même, on ne sait pas, peut-être même descendre jusqu'aux mémoires, hein. Mais tu peux regarder sur thèse.fr. Normalement, il y a Ah. tout pour les thèses. Euh, et, et sinon, ça pourrait être suggéré par ailleurs à des centres de recherche universitaires. Exactement. Je m'interrogeais sur la question qu'il aurait permis la circulation des savoirs issus des jésuites. Mais je n'ai pas en tête là, la chronologie. Mais quid de la coïncidence avec l'interdiction des jésuites au XVIIIe siècle? Est-ce que ça a coupé la ligne, on va dire, de transmission des idées, éventuellement? Donc, à ma connaissance, quand les jésuites sont interdits suite à la querelle des rites, etc., Oui. la mission à la cour impériale de Pékin est maintenue.
D'accord. Et elle est financée par le roi de France. Et d'ailleurs, le Ok. dernier jésuite qui reste à la cour de Pékin, il décède en apprenant la mort de Louis XVI. Ça lui a fait tellement d'effet Ah que oui. le jour, Ah enfin, oui, d'accord. c'est le oui-dire que j'ai. C'est le jour où il apprend ça, début 1793, il est raide mort. Mais donc en fait, il y a des choses qui continuent. Est-ce que ça met un frein à la diffusion du savoir ou pas? Ça, je ne suis pas assez spécialiste pour y répondre. Mais en fait, la mission jésuite, elle continue. Mais c'est uniquement à la cour impériale de Pékin. Avant l'interdiction des jésuites, avant l'interdiction de la christianisation en Chine, il y avait des missionnaires absolument partout. Il y a eu beaucoup, beaucoup de Oui. missionnaires en Chine dans tous les sens. Donc, il y a eu un moment où ils ont été interdits, il y a eu un moment où l'ordre a été interdit, et puis il y a eu le moment où ils sont restés jusqu'en 1793. Puis Ok. après, voilà, il y a 50 ans de creux. Après, il y a eu des allers-retours, etc., mais Oui. moins que ça. Ouais. C'était juste voilà, une interrogation comme ça qui Hmm. me frappait. Voilà. Et Voilà. David, est-ce que tu Ouais. sais à partir de quel moment les missions étrangères de Paris elles mettent un pied en Chine? En fait, c'est plus tard. C'est plus tard, c'est juste avant la première guerre de l'opium, à ma connaissance. Ok, dans la deuxième vague. Oui, exactement. Donc c'est plus tard. Voilà, Timothée nous dit dans le chat que les jésuites sont restés jusqu'à la fin du 18e, c'est ce qu'on disait, et qu'ils sont revenus en 1848, donc après la première guerre de l'opium. Merci. Je suis ton Euh, micro. Vas-y, Bathilde. Donc, la troisième hypothèse que j'émettais, c'était sur le modèle de canton. Alors là, c'est notamment mon oncle, donc, Thierry André, qui a ces gravures de Le Rouge euh, dans ses archives et qui pense que c'est vraiment cette pagode de Canton, alors qu'il n'existe plus maintenant, qui a inspiré la pagode de Chanteloup. Parce qu'elle est parce que contrairement à celle de Nankin, qui a 9 étages, celle-là, elle en compte bien 7. Il y a les mêmes coupoles en retrait les unes des autres, les mêmes clochettes. Il y a apparemment il y voyait beaucoup de similitudes. Donc c'est cette piste c'est cette gravure qui nous mettait sur cette voie-là. J'ai remis justement le point sur la pagode de Kew dont on entend souvent parler justement à Kew Gardens, mais qui, elle, parce que c'est souvent une ressemblance dont on parle, mais ce que me disait mon oncle, c'est que c'est plutôt une dérive de la tour de porcelaine de Nankin. Hmm. Euh, voilà. Et alors, attends, pourquoi j'avais mis ça Chambers reconnaissait que ses relevés n'étaient pas exacts. Oui, donc après, voilà, ça ne demande pas une réplique exacte, mais il y a ce point sur le fait que les Européens n'étaient pas apparemment autorisés à rentrer dans la ville fortifiée de Canton. Mais pour autant, il y a quand même ce recueil de Le Rouge où il y a un certain nombre de gravures, et notamment de celui-ci. Hmm. En effet, après, là, il y a une vraie similitude dans le design, hein. Donc, c'est ça qui est assez séduisant dans cette hypothèse-là, c'est que ça se ressemble vraiment et elle ressemble même à la reproduction que tu as mis sur la droite, hein. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc, en effet, les étrangers, ils étaient limités à un tout petit quartier dans Canton pour faire du commerce, etc. Mais n'empêche que bon, ils avaient quand même des contacts qui permettaient de ramener des dessins de ce qu'il y avait autour, hein. Donc c'est pas impossible qu'ils aient vu ça, ou même depuis, j'en sais rien, hein, depuis leur bateau, est-ce que c'était visible ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, quand on voit tu vois, ton dessin à droite et puis ce qu'il en reste aujourd'hui de la pagode, enfin c'est très très similaire. Donc oui. Ouais.
Je fais une aparté là, du coup, je viens de regarder un peu sur Internet et je suis tombé sur une émission de France Culture du 6 juin, donc c'est tout récent, qui parle de l'espionnage industriel français en Chine au XVIIIe siècle et qui parle aussi de Bertin, justement. Donc, je partageais le lien après, mais Oui, il y bah, a. c'est toute cette époque-là où comment dire, la soie, la porcelaine, on ne savait pas comment ça fonctionnait et ça a été de l'espionnage industriel, en partie, en grande partie, venant des Jésuites d'ailleurs, hein. Donc, mais c'est ce moment-là, c'est tout ce moment-là. Je viens de partager le lien dans le chat. Ok. Oui, et puis en plus, dans ce recueil de Le Rouge, on a un plan du jardin de Champou, donc c'est quand même assez intéressant. Hmm. Donc voilà. Donc ça, on y a un peu répondu tout à l'heure au final. Ce que les hypothèses n'expliquent pas, la forme s'explique, mais la précision du contenu chinois, donc les sinogrammes, qui et avec quelle justesse, on a un petit peu répondu tout à l'heure, sont-ils gravés par un professionnel? Les caractères sont-ils vraiment justes ou approximatifs? Sur les trigrammes du Yijing, alors le Yijing n'est traduit en français qu'au 19e siècle. Alors ça, j'ai trouvé ça, est-ce que ça, j'ai pas lu, mais je pense que j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vraiment, je sais pas s'il y a des sources fiables sur ce point-là. Les trigrammes correctement disposés supposeraient une connaissance technique du classique des changements. Alors ça, voilà, ça c'est un vrai point. Et sur les 8 vents, la symbolique précise des vents renvoie à une iconographie qui n'apparaît que marginalement dans Duhalde ou Chambers. Donc voilà, c'était un des points justement de se dire, est-ce qu'un consultant lettré, un jésuite entré de Chine ou un Chinois était-il intervenu sur le chantier? Comment savoir, voilà, comment s'imaginer ça finalement, je sais pas. Là, pour le coup, il faudrait vraiment demander à un sinologue qui connaît bien l'histoire de la sinologie Ouais, l'histoire de la en France, en Europe. transmission de la connaissance chinoise en Europe slash en France en particulier. Parce que là, en effet, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites tard, hein, au 19e siècle, mais il y a une certaine partie qui a été traduite avant. Euh, mais, euh, mais voilà, les détails de comment, quoi, etc. sur le Yiding en particulier, bonne question. Ça, peut-être que Guillaume Dutournier pourrait nous renseigner. Bah, exactement. Malheureusement, il est pas là ce soir, mais il va écouter, hein, on va lui transmettre le lien et il répondra à cette question. Quelle piste explorer, sur quelle piste se lancer? Donc moi j'avais mis quelques idées. Les bibliothèques. La bibliothèque de Choiseul à Chanteloup a-t-elle été inventoriée avant sa dispersion? Que possédait le Camus sur la Chine? Sur les réseaux, justement, le sujet de Bertin. Choiseul et Bertin ont siégé au même conseil malgré leur rivalité. Des correspondances croisées subsistent-elles? Sur la main-d'œuvre, le chantier a-t-il employé un sculpteur ou un dessinateur lié à la maison de Pékin ou un Chinois installé à Paris? Et sur les sinogrammes, les 16 plaques peuvent-elles être datées par leur tracé? Renvoie-t-elle à un atelier identifiable? Hmm. On peut peut-être faire, je ne sais pas, un petit tour de table de qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui n'ont pas peur et qui veulent bien parler. Yvon, Yvon, exactement, je pensais notre à Yvon. chercheur amateur professionnel. Chercheur professionnel, mais je suis pas très bon sur ces histoires de sinogrammes là, en tout cas. C'est Je suis dans une une période. histoire un peu plus récente, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une Mais période par contre, bon, pour ouais, revenir, vas-y. tout à l'heure, on parlait de Duhalde. Moi, je m'y suis intéressé à propos de la médecine chinoise là, pour une conférence l'année dernière. Bon, en quelques années, son bouquin, il a été publié
il y a eu plusieurs éditions, y compris des éditions en langue étrangère. Donc, il y avait quand même une diffusion, je pense, assez forte. Et en même temps, c'est lui qui était rédacteur en chef des Lettres édifiantes et curieuses pendant pas mal d'années aussi. Donc, toutes ces, toutes, enfin, de fait, il est jamais venu en Chine, il connaissait pas le chinois, mais enfin, il a quand même contribué grandement, je pense, à la diffusion de la culture chinoise au sens large en France et en Europe, quoi. Donc, voilà. Après, au-delà des jésuites, il y avait aussi d'autres, voilà, effectivement, d'autres congrégations. Il y avait aussi des marchands, enfin, un peu, j'allais dire, différents vecteurs qui font que, voilà, je pense que des images, des gravures de pagodes chinoises, on pouvait en trouver certainement, voilà, même dans des carnets de voyage, entre guillemets, de gens qui revenaient de Chine et qui montraient enfin, leur découverte, quoi. Donc, voilà, je pense que les sources sont assez larges, quoi, en fait, hein. Bah, c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, il y a quand même une grande diffusion de l'imprimé, qui Mhm. est pas sans lien peut-être d'ailleurs avec ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle. Et même les images circulaient beaucoup, même chez les gens qui n'étaient pas lettrés, enfin, peut-être pas forcément, qui savaient pas forcément lire. On peut imaginer que Choiseul avait largement les moyens d'avoir une bibliothèque de cinophiles, a fortiori si c'était un best-seller comme Dualt, quoi. Et puis il y avait aussi enfin ce qu'on appelait les cabinets de curiosité aussi. On peut imaginer aussi que certains ramenaient des souvenirs de Chine où on récupérait, comme on disait tout à l'heure, et il pourrait très bien y avoir là-dedans même une maquette de pagode, hein. Ouais, c'est intéressant, ouais. Oui, même dans de la vaisselle à la mode chinoise. Oui, C'est, enfin voilà, on ne découvre pas la Chine au XVIIIe siècle. Enfin, c'est pas le début de la découverte, on va dire. C'est le début, c'est le moment, je pense, où il y a une grosse diffusion, où ça passionne beaucoup de monde. Mais voilà, on n'est pas au tout début de la connaissance de la Chine. Donc en fait, ces descriptions-là, ces pagodes, ces caractères chinois, ces principes, même s'ils sont pas tout à fait justes, ça circule beaucoup. C'est euh, c'est comme ça. Et petite question, peut-être que tu l'as dit au début de la présentation, mais est-ce qu'on connaît l'architecte de la pagode? Le Camus, oui. C'est le Camus, ok. Et Mm. t'as cherché un peu des infos sur lui? Ou t'as trouvé? J'avais essayé de voir justement s'il avait eu un lien avec la Chine, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Ok. Mais peut-être enfin, juste par curiosité, tu vois, est-ce qu'il a construit d'autres folies un peu comme ça, ou ce genre de choses un peu. C'est peut-être pas évident à retrouver, hein, j'avoue. Le Timothy nous dit, nanana, je sais qu'il y avait énormément de travaux scientifiques historiques sur les échanges entre l'Europe et la Chine de cette époque et qu'il y avait beaucoup d'intérêt en France pour la Chine. La reine, par exemple, avait un salon chinois à Versailles qu'elle aimait beaucoup, par exemple, et beaucoup de nobles à travers toute l'Europe aimaient les chinoiseries. Et il dit oui, en effet, la porcelaine et l'art circulaient beaucoup. Alors ça pourrait être intéressant en tout cas de peut-être de collectionner un peu des représentations graphiques, hein, de pagodes de l'époque, en tout cas Mm. antérieures à la construction de la pagode, mais vraiment bon, il y a une dizaine d'années qui est avant, et voir un peu si ça se rapproche ou pas. Donc ça demanderait de feuilleter notamment bah, les livres que tu as évoqués, mais il y a sûrement des choses intéressantes à dénicher. Et après, peut-être demander, voilà, on va passer un coup à Paris, à Tchernouski, et demander aux bibliothécaires s'ils ils ont des choses là-dessus à te montrer. Bon, en fait, il faut trouver la référence sur la diffusion de la Chine, c'est au XVIIIe siècle, en fait. Il faut trouver un livre qui décrit ça et ça doit exister. Voilà, il nous manque Guillaume du Tournier de l'EFEO qui aurait pu nous raconter ça, parce que l'histoire de la sinologie, ils connaissent. Il y a un livre qui est en biographie là, de l'émission là, que j'ai partagé, je le mets là.
Le mystère de la porcelaine bleue quand la France des Lumières espionnait la Chine. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, et notamment dans la bibliographie du livre. Mm. Je sais pas, après, j'ai pas de référence à part ça. Mais... Mm. On est on est un peu pauvre sur ce sujet. Mais oui. Mm. mais on apprend, du coup, c'est bien. C'est ça, exactement, c'est l'occasion. C'est l'idée, c'est l'idée. C'est C'est clair. l'étape suivante, c'est la conférence. Pour l'instant, on n'est pas prêt. Voilà, et puis là, je terminais justement par les pistes d'investigation, les choses qu'on s'était notées et que je vais venir un peu enrichir justement les différentes pistes évoquées. Oui, après, enfin, je vois là dans ta liste, il y a la liste des archives. Dans ta famille, qu'est-ce que vous avez en fait comme archives? C'est justement une question sur laquelle j'ai questionné mon oncle récemment, justement c'est globalement lui qui a beaucoup d'archives sur la pagode, sur Chanteloup. Et justement, je le questionnais sur le fait que ce serait peut-être intéressant de les partager avec les archives départementales. Je sais qu'il y en a une partie qui a commencé à être donnée. Que je ne connais pas l'étendue justement des archives qu'il a. Il est en train il a commencé un travail pour inventorier tout ça. Eh oui. Et bon, voilà, c'est le début. Il est en train justement d'inventorier pour pouvoir transmettre, mais ça prend du temps. Donc voilà, donc on n'a pas encore une idée exacte des archives. Ok. Et elles sont conservées où? Parce que tu marques aussi archives départementales. Est-ce qu'il y en a qui ont été Alors, il y a déposées? une partie, oui, il y en a quelques-unes qui ont été déposées aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Ok. Mais voilà, mais là, pour le coup, il y en a encore assez peu. Ok. Ça fait plein de choses déjà. Il y a autre chose, enfin, il y a un truc qui est pas dans ta liste, mais qui est déjà hyper complète de toute façon, c'est les archives de la Compagnie des Indes. J'avais vu ça sur... c'est ChatGPT qui me l'a soufflé. Et pour les relations commerciales, apparemment, c'est quand même un fond assez essentiel. Alors, il y a peut-être des choses, ça peut compléter le reste, quoi. Et c'est où? C'est à Lorient? Il me semble, ouais, la ministère de la Marine, et il mettait l'Orient aussi. Alors, je connais pas, Ok. hein, mais peut-être qu'ils ont une antenne, effectivement, là-bas. Oui, parce qu'il y a le musée qui est par là-bas, si je ne me trompe pas. Donc ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, voilà, c'est pas des fonds que je connais du tout, hein. Je sais pas. C'est l'occasion Mm. d'aller faire un tour en Bretagne. Ouais. Mais justement, pour ce qui est notamment de l'éventuel inventaire de la bibliothèque, c'est Mm. parce que justement, c'était dans une idée aussi de collection, bien au-delà d'un inventaire, j'allais dire, comptable. Ils collectionnaient les ouvrages ou les exotimes qu'ils avaient. Donc ça, c'est tout à fait probable de trouver ça peut-être dans des fonds, alors nationaux, je pense pas départementaux, mais Mm. en plus venant de Choiseul, c'est probablement quelque part dans un tréfonds d'archives. Ça me paraît étonnant que cette bibliothèque n'ait jamais été inventoriée. Euh, Peut-être aussi dans les pistes de contact, euh, tu pourrais t'adresser à des professeurs, enfin, ou des départements d'histoire moderne universitaires qui, eux, sans travailler à fond dessus, pourraient peut-être orienter vers des fonds d'archives qui connaissent parfois mieux parce Mm. qu'ils ils les exploitent au quotidien. Alors peut-être, j'allais dire, dans le département, juste, enfin, dans la région concernée, mais aussi à Paris. Et ça, si tu as besoin, moi j'ai encore en tête des professeurs, alors pas spécialistes du 18e, mais juste le contact du département à la Sorbonne, où j'étais. Pauvre petite étudiante. Voilà, Ah, ça, éventuellement, ils pourraient peut-être t'orienter. Et puis là, ça me fait penser justement qu'il y a aussi certainement le sujet de Camus, de voir aussi dans les archives sur Camus. J'imagine que quand on travaille l'architecture d'un bâtiment, on a certainement des croquis, des inspirations, des carnets
le travail. Mm. Vous avez des contacts avec l'architecte des monuments historiques du coin? Oui, certainement. Peut-être ça vaut le coup de lui poser la question au niveau de, voilà, de l'architecte. J'imagine que ça l'intéresse ce genre de monument comme c'est pas anodin. Oui, bah, surtout qu'il est classé. Donc, Oui, voilà. ouais. Et d'ailleurs, vous avez un soutien local, régional, enfin même si si t'avais expliqué qu'au niveau financier c'était très compliqué, il n'y avait pas d'argent, mais dans dans le fait de porter le projet, de le diffuser en tout cas. Oui, oui, oui. Pour le coup, on a vraiment du soutien. Après, la plupart des soutiens régionaux ou même euh, pas que, en général, quand même demandent qui est vraiment, enfin, ils vont nous soutenir financièrement à hauteur de ce qu'on va réussir à lever. Donc, Mm. et on a un soutien, enfin vraiment, là, même tout le diagnostic, ça a été grâce au soutien de la DRAC. Donc, non, non, on est vraiment. Je pense que même en Touraine, c'est quand même un lieu qui est unique, qui est insolite et qui dit beaucoup. Enfin, on est dans la vallée de la Loire où il y a tous les châteaux de la Loire. Mais donc là, c'est vraiment une curiosité, un monument qui parle en plus de relations avec l'Asie. Donc c'est vraiment c'est très différent, on va dire, des autres monuments qu'il peut y avoir en Touraine. Donc on sent qu'il y a vraiment une envie de nous porter là-dedans. Après, voilà, il y a quand même une démarche de notre côté aussi à faire pour la recherche de mécénat. Oui, Ça bien ne pourra sûr. fonctionner que comme ça. Il faudra qu'on ait les deux. Ça s'appuie seulement sur l'un ou sur l'autre. Parce que je pensais que les acteurs culturels locaux, il y a peut-être des gens effectivement qui ont des contacts bah, dans le milieu universitaire et qui pourraient t'aider quoi. Au moins à identifier des gens, des personnes ressources sur cette époque-là, tout ça. Complètement. Non, c'est ça l'étape suivante, c'est-à-dire c'est trouver les contacts qui savent, donc trouver les sachants sur le sujet, donc les spécialistes de la sinologie, de la pensée chinoise, les spécialistes du XVIIIe siècle, et puis aussi trouver des fonds, en effet, pour essayer de documenter en partie le côté iconographique, qu'est-ce qui circulait à l'époque, enfin voilà, etc., etc. Je pense que c'est ça les étapes suivantes. Donc notre club recherche est une petite bouteille à la mer. On verra, on verra ce que ça donne. J'espère que dans ce format-là, ça t'aide déjà. En tout cas, au moins structurer quelque chose dans un premier temps. Puis on verra où ça nous mène. Après, je pense que ta présentation, là, ça vaudrait le coup d'en faire une sorte de mini-article de promotion finalement de ton projet de recherche et aussi de la restauration de la pagode qu'on pourrait mettre en ligne sur le wiki. Après, je veux pas trop m'avancer, David, mais Oh oui. Bon, on l'a fait aussi pour Philippe Fournereau. exactement. On a déjà donc un article qui raconte l'histoire du monument et qui le met en valeur. Après, on peut aussi diffuser un article de recherche qui explique ce qu'on vient de dire. Enfin, on peut faire un résumé de ce qu'on vient de dire ce soir. Et c'est aussi une trace sur Internet. Comme ça, on aura une trace vidéo, on va dire, et puis aussi une trace écrite. Et peut-être que ça permettra de donner une visibilité supplémentaire. Oui, oui, c'est facile. Là, de toute façon, en plus, comme la vidéo est enregistrée, qu'il y a le transcript, etc., faire un compte-rendu de ce qu'on vient de se dire, c'est pas très difficile à l'heure d'aujourd'hui, hein. Non, et puis Timothy demande. ça va dans le sens aussi de ce que disait tout à l'heure Marguerite, c'est-à-dire que ça pourrait aussi intéresser des travaux de recherche. Exactement, exactement, il y a ça aussi. Et pour moi, pour nous, ce serait assez idéal Mm. de pouvoir Euh, travailler. Timothy demande si on peut avoir une copie de la présentation, des diapositives. Oui, bien sûr. Bien sûr, ok. On pourra la diffuser sur le Club Recherche. Timothy, on a un groupe WeChat Club Recherche. Est-ce que tu es dessus? Enfin, si tu n'es pas dessus, on te le fera suivre, Timothy, il n'y a pas de problème.
En faisant quelques recherches très rapides pendant qu'on parlait, j'ai vu qu'il y a un centre de recherche qui dépend de l'EHESS, qui est dédié à l'étude de la Chine moderne et contemporaine. Oui, bien sûr. Je vais en mettre le lien et j'ai l'impression que j'ai cru voir passer un truc sur les circulations des savoirs, justement. Donc peut-être ça vaudrait le coup de voir quels chercheurs dans ce centre déjà un peu plus précis, peut-être s'y consacrent ou à des pistes éventuellement à contacter par ce biais. Je vais Ok, remettre le ouais. lien en même temps. On va Ouais, essayer parfait. de. Nous, on connaît des gens à l'EHESS et dans ce centre-là, donc on peut aussi, Ah voilà, bah par oui. différents canaux, on peut y aller aussi. On ne connaît pas la personne. Enfin, voilà, il y a pas un nom qui me vient à l'esprit quand on parle de ce sujet-là en particulier, mais on en connaît d'autres sur d'autres sujets, on va dire. Donc, ils pourraient potentiellement nous guider ou identifier des gens qui ont déjà travaillé sur des sujets connexes ou proches. C'est possible, oui. C'est vrai, évidemment. Ouais. Alors, je viens d'ajouter Timothy au groupe. Ok. La connexion est faite. Rajoute Bathil si tu y es pas. Ah, Baptiste, c'est fait, je crois. Si je C'est me bon, trompe, bah ok. oui, parce que je t'ai tagué tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Toc, toc. Les commentaires. Bon, peut-être pas. Non, mais voilà, après, il y a comme on enregistre, hein, voilà, il y a il faudra poser les questions dans les commentaires de YouTube ou sinon en nous contactant directement, mais c'est aussi possible. Voilà. Et mettez un like, s'il vous plaît. Voilà. Ça serait- Non, et en effet, toute cette partie justement de chercher sur la partie des thèses, le centre de recherche, enfin voilà, de s'appuyer sur les recherches qui ont déjà été faites. Là, je vais creuser ces points-là. Mais c'est ça. Ouais. C'est sympa si effectivement on peut mettre un petit article en ligne parce que du coup, j'aimais bien ta slide avec les pistes collectives, enfin avec les sources. Ça donne envie. Par exemple, tu nous as fait connaître là, Henri-Louis Bertin, que je connaissais pas du Ouais. tout. Et c'est un personnage assez fascinant et on voit que c'est dans l'air du temps avec cette émission justement sur France Culture. Hmm. Donc c'est bien, c'est motivant. Non, voilà, nous, on est une société d'histoire, entre guillemets, enfin, on aborde des sujets qui sont plus 19e, 20e en général, pas que, mais en général. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, dans le sujet que tu amènes, Bathilde, c'est que, voilà, on touche le 18e siècle qui fait assez peu partie, en fait, des sujets qui sont abordés. Enfin voilà, quand on pense à l'histoire entre la France et la Chine, numéro un, on nous explique qu'il y a 60 ans de relations diplomatiques, alors que bon, c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, on nous explique que c'est surtout, et c'est pas faux, hein, c'est surtout au milieu du 19e siècle que ça a commencé, mais en réalité, ça a commencé encore plus tôt. Et donc, tu as un exemple parfait qu'on a insuffisamment creusé. Donc voilà, on répond pas entièrement à tes questions, mais ça réveille de l'intérêt dans tous les cas. Donc ça nous fait plaisir de creuser ce sujet-là. Donc on va le faire. Est-ce que À mon humble niveau. est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions ou toi, Bathilde, est-ce que tu as d'autres choses en plus de ta présentation? Non, bah là, je vous ai mis. Enfin, non, non. Sur notre sujet, pas plus de choses à partager. Non, mais juste vous remercier de m'avoir invité, d'avoir pu échanger et phosphorer tous ensemble. Hmm. Avec Euh, plaisir. Est-ce que tu as et des bien choses, d'avoir des pistes. t'as des choses à venir au niveau de, bah, je sais pas, par exemple, de l'avancement du projet de restauration? Il y a des échéances. Oui, là, on va lancer les études préalables hein, qui vont nous permettre normalement de pouvoir, après, déposer notre projet auprès de la Fondation du patrimoine. C'est un prérequis de pouvoir faire les études préalables. Ils vont vraiment nous permettre voilà, de faire la première étape
dans cette restauration pour pouvoir vraiment aller un cran plus loin. Donc voilà, donc là, on a trouvé, il nous reste un petit morceau du financement, mais on est en train de le sécuriser. Et donc ça va nous permettre, dès qu'on le sécurise, on va pouvoir lancer les études préalables. Donc ça, c'est une grande étape pour nous. Et voilà. Et après, il y a d'autres choses qui sont en train d'avancer, mais bon, Ok. le chemin est grand. Donc, on n'en est qu'au début. La route est droite, mais la pente est forte. Ouais, Voilà, c'est ça. Voilà. Et le montant est On va élevé. passer. Non, mais voilà, Aussi. encore une fois, si chacun s'y met, si chacun met 1 million d'euros là autour de la table, on y est. C'est des euros, c'est pas des Facile. rallyes. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc ouais. Non. Non, ben voilà, on sait jamais, hein. Mais non. Petite question toute bête, mais si jamais on se balade dans le coin cet été, qu'est-ce qu'on peut voir si on va à Chanteloup? Est-ce qu'on peut rentrer sur le terrain? Bien sûr, oui, Avoir c'est du ouvert. vent. Déjà, c'est ouvert au public, hein. Et surtout, si vous y allez, il faut me le dire. Parce que je serai dans le coin cet été. Donc, et puis, Ok. si je ne suis pas dans le coin, j'aurai mon cousin qui pourra être sur place. Enfin, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous accueillir. Ouais. Ok. Bon. C'est Ah bien oui, noté. surtout. Ah oui. Forêt, donc à Amboise, hein, on est dans la hauteur d'Amboise. Amboise, le Lucé et la pagode de Chanteloup. Voilà, exactement. Donc, vous tapez pagode de Chanteloup sur Internet, on tombe sur votre site et tout ça est expliqué, les horaires, etc. Et voilà. Et puis nous, côté Société d'Histoire, on relaie un petit peu ça aussi, hein, de toute façon. Donc c'est très bien. Donc voilà, comme l'été se rapproche, c'est le moment d'y aller pour ceux qui vont en France. Oui, et là, je vois qu'il y a une question de Digné. Alors, apparemment, la pagode de Canton qu'on a vue dans la gravure de Le Rouge, elle a probablement été détruite, en effet. Mm. Donc, on a juste la gravure. On laisse l'imaginer. Après, ouais, la gravure, je sais pas. David, ça te fait penser à d'autres monuments, enfin d'autres pagodes en Chine, peut-être dans d'autres provinces. Non, Euh, c'est comme les caractères chinois en réalité, ça fait penser à des gravures du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les pagodes en Chine, elles ressemblent rarement à ça. Elles sont beaucoup plus, elles ont pas, enfin, c'est pour ça elle est si étrange pour des yeux chinois quand on la voit. C'est le concept d'une pagode chinoise, mais ça ressemble pas à une pagode chinoise. Donc retrouver exactement la même à Canton aujourd'hui, c'est un challenge parce qu'elle a probablement été détruite. Et puis même si elle restait, est-ce qu'elle ressemblerait vraiment à l'image qu'on a vue tout à l'heure? J'ai des grands doutes en fait. Et quand on regarde les gravures d'époque de bâtiments qui existent encore aujourd'hui, il y a une certaine idée, mais c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est le XVIIIe ok. siècle. Ouais, je me posais la question dans le sens où ça fait penser à certains petits pavillons, alors pas des pagodes, hein, mais des pavillons plutôt en briques, de plus petite taille avec seulement un étage, un ou deux étages. Mais du coup, je me demandais si ça avait pu exister dans d'autres Ah provinces bah ou à après. d'autres Non mais époques, voilà, mais après, ok. bon, voilà, on n'est pas spécialiste du sujet, donc Non. je dis potentiellement des grosses bêtises, j'en sais rien du tout, mais voilà, Ouais. d'instinct, je dirais plutôt ça. Après, voilà, il faudrait quelqu'un qui connaisse un petit peu plus le sujet pour en être sûr. Ouais. Bon. Je crois on a dit tout ce qu'on savait et qu'on savait pas Est-ce qu'on savait pour pas ce aussi? soir. C'est ça. Exactement. On s'est un peu avancé. Non, mais voilà, si jamais dans votre propre réseau, si vous connaissez des gens ou si vous avez des idées pour connaître les gens qui connaissent ce type de sujet, c'est bienvenu. Contactez-nous, on fera suivre à Bathilde. C'était l'idée de ce soir. Ouais. Et puis voilà, d'ici 6 mois, 1 an, on aura peut-être une conférence. Peut-être. On verra. On verra. On verra. Étape par étape. Ouais. Non, et voilà. Donc, je ne sais pas si on a d'autres choses à dire. On va pas s'éterniser juste pour compléter le temps qu'on s'était donné, hein. Je pense qu'on a fait le tour.
Mais voilà, en tout cas, c'est un très beau sujet, intéressant sous tout point de vue, que ce soit la circulation des idées, les idées du jardin, le XVIIIe siècle, enfin, il y a même de la politique, enfin, c'est très marrant dans tous les sens. Donc nous, en tant que société d'histoire, on est très heureux, fiers d'être en partenariat avec les amis de Chanteloup sur ce sujet-là en particulier. C'est quand même enfin, au-delà enfin, c'est du patrimoine français, du patrimoine chinois en France. Je ne sais pas comment le définir. Enfin, c'est très séduisant, très intéressant. Et donc voilà, vous pouvez compter sur notre soutien. À Carrément. suivre, Très à précieux. suivre, à suivre. Voilà. Ok. Merci encore. Mm. Bah, ouais. Merci beaucoup, Baptiste, pour ta présentation. Merci à tous d'avoir participé. Marguerite, pour ton apport. Voilà, bienvenue. C'était chouette. Merci beaucoup de m'avoir Euh, convié et c'était passionnant. Et vous êtes en France, là? Non, non, je suis à Shanghai. Ah, ok, Je ok. repars dans pas très longtemps. J'avais suivi, moi aussi, mon mari qui était ici en VIE. Et donc, contrat court dit retour rapide. Voilà. Ah, bah, très bien. Ok. Ok. Bon, bah, parfait.